Bienvenue à tous. Bonjour. Je vais vous présenter nos invités dans un instant. Effectivement, une table ronde consacrée au bilan, en quelque sorte, du traité d'Aix-la-Chapelle, 6 ans après sa mise en œuvre. Et on peut se poser cette question, sous forme de boutade. Que restera-t-il d'Emmanuel Macron ? On peut se poser la question. Pourquoi je dis ça ? Tout simplement parce que c'est peut-être le traité d'Aix-la-Chapelle. C'est lui qui l'a créé tout de même. Il est né de l'initiative du président français en quelque sorte, puisque après son entrée en fonction, il s'était prononcé dans un discours de politique européenne à la Sorbonne en faveur d'une refonte du traité de l'Élysée de 1963. Actant le succès historique de la réconciliation permis par ce traité de l'Élysée, l'Allemagne et la France avaient décidé d'approfondir leur intégration et la convergence. Et donc la proposition, je fais quelques raccourcis, la proposition du président Macron avait été finalement reprise par le gouvernement allemand avec la déclaration commune du 55e anniversaire du traité de l'Élysée en janvier 2018. Et puis la déclaration commune de Meseberg en juin 2018 a annoncé l'élaboration d'un nouveau traité, mais ce sont surtout les parlements des deux pays qui ont signé l'accord parlementaire franco-allemand en mars 19 qui ont joué un rôle essentiel dans la genèse et la teneur du traité. On va en parler dans un instant avec des personnalités bien plus expertes que moi, mais il faut savoir qu'il y a des hommes et des femmes qui incarnent l'engagement dans le franco-allemand, et la députée, Madame Brigitte Klinkert, et de cela, aujourd'hui, la présidente du bureau de l'Assemblée parlementaire franco-allemande n'a pu venir à Nantes. Donc c'est à vous qu'elle s'adresse dans cette vidéo. Je vous propose de l'écouter. Je vous présente nos invités juste après. Messieurs les présidents de la VDFG et de la FAFA, cher Sabine Thiel, cher monsieur le co-secrétaire, cher Frank Bastner, cher Benjamin Kurz, cher Benjamin Sibyl, cher madame Issac, mesdames, messieurs, et surtout, chers amis, un petit peu plus fort. Je vous remercie très sincèrement pour l'invitation à participer organisée dans le cadre du congrès annuel de la VDFG-FAFA, moment fort de la société civile franco-allemande et précieuse occasion de débattre ensemble. Je regrette vraiment de ne pas pouvoir être parmi vous aujourd'hui. Aix-la-Chapelle est une ville qui vit, qui pense et qui ressent l'Europe. Située aux confins de 3 pays, elle reste fidèle à bien des égards aux racines spirituelles, aux valeurs et aux idéaux du continent depuis Charlemagne. C'est là précisément qu'Emmanuel Macron et Angela Merkel ont signé le 22 janvier 2019 le traité renouvelant l'amitié franco-allemande. Actuellement, avec Friedrich Merz et Emmanuel Macron, les relations entre la France et l'Allemagne ont atteint un nouveau niveau. Le président de la République et le chancelier fédéral ont démontré une grande détermination à renforcer la liaison entre Paris et Berlin. Cette volonté a été bien illustrée par la présence du président Macron à la cérémonie de la fête de l'unification allemande à Saarbrück, qui était le premier chef d'État étranger invité à s'exprimer à cette occasion depuis Jacques Chirac en 2000, un geste hautement symbolique. En outre, le dernier Conseil des ministres franco-allemands, qui s'est tenu fin août à Toulon, a abouti à plusieurs résultats concrets concernant la coopération entre nos deux pays. Je me réjouis tout particulièrement que plusieurs recommandations de mon rapport parlementaire sur les défis du quotidien en zone transfrontalière
aient été prises en compte. L'accord parlementaire franco-allemand a marqué la naissance, il y a 6 ans, de notre assemblée parlementaire commune, l'Assemblée parlementaire franco-allemande, dont je co-préside le bureau avec mon homologue allemand, Andreas Jung. En tant que coprésident de la PFA, nous avons la responsabilité de faire vivre cet engagement franco-allemand au quotidien. Rappelons-le, cette assemblée parlementaire binationale est unique au monde. Nous pouvons et nous devons en être collectivement fiers. Chers amis, le renforcement de la coopération franco-allemande ne se joue pas uniquement au niveau de nos gouvernements. Il est tout aussi indispensable que le dialogue se passe également au niveau législatif. À cet égard, l'Assemblée parlementaire franco-allemande joue un rôle essentiel dans la promotion de la diplomatie parlementaire entre nos deux pays. Au service de nos concitoyens, nous mesurons toute l'importance de remplir notre mission de manière concrète et efficace. Les idées ne manquent pas et notre ambition est claire, faire de notre Assemblée un lieu de débat, un lieu de proposition et un lieu de construction commune au service de ce projet, à la fois ambitieux et précieux qu'est la relation franco-allemande. C'est à nous, désormais, de poursuivre chaque jour cette œuvre dans l'esprit de figures comme celle de Wolfgang Schäuble, cofondateur de la PFA, qui s'est illustré par sa détermination à enrichir et à approfondir sans cesse le lien franco-allemand. Le traité d'Aix-la-Chapelle nous ouvre de nombreuses perspectives. Renforcer notre coordination au niveau européen et aussi international, améliorer la coopération transfrontalière, encourager l'apprentissage de la langue du voisin, faciliter la mobilité entre nos deux pays, développer des projets d'excellence en matière d'innovation et de recherche. C'est dans cet esprit que 6 ans après la signature du traité, nous avons lancé la première mission d'information flash de l'histoire de l'Assemblée parlementaire franco-allemande. Conjointement avec mon homologue Andreas Jung, nous auditionnons d'ici la fin de l'année des acteurs divers issus de tous les domaines couverts par le traité d'Aix-la-Chapelle, l'apprentissage de la langue du partenaire, l'innovation, la culture, la coopération transfrontalière et bien d'autres sujets, et ceci pour établir un bilan précis, constructif, d'identifier ce qui fonctionne déjà et de déterminer les points à améliorer. Et dans ce cadre, nous avons d'ailleurs déjà entendu plusieurs représentants du monde politique, du monde économique et aussi de la société civile, dont les témoignages enrichissent notre travail d'évaluation et rappellent combien il est important, combien il est essentiel de continuer à améliorer concrètement, très concrètement, le quotidien de nos concitoyens de part et d'autre du Rhin. Alors travaillons ensemble à cet objectif, renforcer la communication entre nous, débattre de nos enjeux communs et redonner un nouvel élan à notre amitié, surtout en vue de l'importance vitale du moteur ou du couple franco-allemand dans le contexte actuel en Europe. En conclusion, chers amis, permettez-moi de réaffirmer notre engagement indéfectible. Es lebe die deutsch-französische Freundschaft, vive l'amitié franco-allemande. On a envie d'applaudir, effectivement. Mais c'est pas fini. Priorité aux femmes. Je présente nos invités en commençant par Madame Sabine Thillaye, députée à l'Assemblée nationale, également présidente du groupe d'amitié France-Allemagne, membre fondatrice de cette Assemblée parlementaire franco-allemande dont nous parlions, également vice-présidente surtout de la commission défense et forces armées. Merci d'être avec nous en dépit de ces responsabilités qui vous amènent tout droit de Berlin. Avec nous également Monsieur Benjamin Cure, responsable du Fonds citoyen franco-allemand. Bienvenue Benjamin. Un autre Benjamin, Monsieur Benjamin Sibyl de la Génération Europe 2023, fondateur et directeur général du collectif pour un service civique européen, premier Français lauréat du prix Charlemagne de la jeunesse du Parlement européen. Officier de l'armée de terre française également. On reste sur le volet sécurité avec le capitaine Bertrand Loubette, bienvenue, commandant de la brigade de coopération transfrontalière et européenne, unité compétente pour les actions de coopération transfrontalière de la région de gendarmerie du Grand Est et socle de l'UOFA, unité opérationnelle franco-allemande. On va en parler en détail, on va en comprendre les contours. Alors Madame Sabine Thillaye, vous êtes française et allemande, vous avez grandi outre-Rhin
terrain. Vous êtes prédestinée pour, effectivement, vous avez été cofondatrice, même présidente du premier bureau de cette assemblée parlementaire franco-allemande. Et ce me semble, cette assemblée a pour mission de contrôler la bonne application des 15 mesures concrètes qui avaient été annoncées dans le traité d'Aix-la-Chapelle. Alors, c'est juste pour lancer la discussion, mais est-ce que le bilan est positif globalement de cet observatoire magnifique? Et quelle est votre vision du sujet? Tout d'abord, un grand merci de m'avoir invité. C'est quand même un moment franco-allemand très important. Ces réunions annuelles alternativement organisées en France et en Allemagne. Et surtout, je suis ravie aussi d'être avec les deux Benjamins que je croise de temps en temps et le commandant. Donc je fais connaissance aujourd'hui parce que c'est toujours hyper important de voir des acteurs du terrain. Et avec Benjamin, on se connaît depuis longtemps parce que j'avais l'honneur aussi d'avoir été entre 2017 et 2022 présidente de la Commission des affaires européennes de l'Assemblée nationale et Benjamin est venu me voir justement pour le soutien au service civique européen et c'est vraiment une belle initiative. Je suis ravie que ça continue et autre succès justement les traités d'Aix-la-Chapelle, peut-être un des succès quand même qui est le plus marquant, en tout cas par rapport au grand public, c'est quand même le fonds citoyen doté de 5 millions d'euros maintenant et donc nos 2300 jumelages profitent aujourd'hui aussi et je crois que ça c'est quelque chose quand même très très concret. Après c'est difficile d'évaluer en fait. Comme le disait ma collègue Brigitte Klinkert, il y a une mission flash à l'Assemblée parlementaire franco-allemande. C'est la première fois que ça a été lancé pour contrôler parce que attention, nous n'avons pas tant participé que ça en tant que parlementaires à l'élaboration du traité d'Aix-la-Chapelle. C'était une affaire intergouvernementale. En revanche, en même temps, nous avons mis en place 2 mois après l'Assemblée parlementaire franco-allemande. Et pour la petite histoire, à l'époque, c'est vraiment né dans un entretien avec Wolfgang Schäuble, qu'on regrette aujourd'hui beaucoup, qui avait dit qu'il faut absolument, en plus de la société civile, en plus des gouvernements, qu'on a l'échelon parlementaire qui s'investisse bien plus dans les relations franco-allemandes, une sorte de diplomatie parlementaire. Et effectivement, moi, en tant que binationale, je dis parfois en rigolant, ma position à l'Assemblée est un peu particulière parce que je suis un produit d'appellation d'origine contrôlée, allemande, parce que vraiment née en Allemagne, 2 parents allemands, avec une formation allemande et je suis arrivée il y a 42 ans en France et je mesure le chemin qu'on a parcouru parce qu'il y a 42 ans, ça aurait été impossible d'être députée française à l'Assemblée nationale. Donc j'ai vécu un peu la réconciliation franco-allemande, parce que ma fille aînée, elle a quand même été traitée encore un petit peu de limite poche à l'école. Hein. Donc, faut le savoir. Ça va pas de soi tout ça. Hein. Donc, c'est un travail de tous les jours. Et même aujourd'hui, il faudrait pas l'oublier. Il y a des choses qui peuvent rapidement revenir, des préjugés, si on reste pas véritablement derrière. Et je crois que les membres de la salle, ils travaillent, ils œuvrent tous les jours. C'est pour ça que merci beaucoup, parce que ce genre de rencontres pour rester dans le dialogue sont très importants. Mais ce que je voulais dire surtout, donc j'ai accompagné un peu dans ma vie cette réconciliation, aussi l'intégration européenne, et je mets souvent en avant l'interculturalité. On a toujours l'impression d'être si proches, mais non, on a des divergences, mais non, on n'a pas le même point de vue, mais non, on n'a pas la même éducation, la même histoire. Mais si on veut se donner la peine, on peut être extrêmement complémentaires. Et une des raisons de l'Assemblée parlementaire franco-allemande à l'époque, c'était de dire aussi, il faut absolument qu'on rapproche aussi nos cultures politiques. Parce que d'un côté, il y a un État central avec un exécutif très fort, de l'autre côté, il y a une fédération avec un Parlement beaucoup plus fort et impactant que nous, et des échelons décisionnels très différents. Et si on ne se connaît pas, si on ne connaît déjà pas le cadre institutionnel, le fonctionnement,
déjà, il y a des malentendus aussi, si on ne sait pas comment fonctionne l'autre. Et maintenant, on a la réconciliation derrière nous. J'ai envie de dire, maintenant, il faut qu'on mette aussi les irritants sur la table, ce qui ne va pas, les barrières qui peuvent exister dans la coopération transfrontalière. Souvent, c'est mis sur le dos de l'Union européenne, alors que c'est des problèmes qu'on a dans notre cadre institutionnel, dans nos législations, qui font que parfois ça ne fonctionne pas. Et donc, oui, j'arrête là. Juste une chose que je voulais dire, ce qui était très intéressant par contre, quand on a mis en place un groupe de travail qui a eu cette idée de l'Assemblée parlementaire franco-allemande. Nous étions 9 députés du côté français, 9 députés côté allemand. On reflétait nos groupes politiques de nos assemblées. Et au début, on a travaillé vraiment en allemand et en français. Enfin, on était un peu... Et à la fin, et ça c'était vraiment formidable, en fait, on s'est retrouvés par groupe politique. Et il n'était plus question du français ou de l'allemand, mais de notre appartenance politique. Et ça, je trouvais ça très fort. Ça veut dire ce genre d'instant. Et de là est née l'Assemblée parlementaire franco-allemande. Mais bon, nos agendas font aussi que c'est souvent très difficile. Et un des rôles, hormis le fait qu'on est législateur, et un de mes rêves, sans quand même qu'il y a un jour une législation, pas forcément hyper ambitieuse, mais quelque chose qui nous facilite la vie, adoptée en même temps au Bundestag et à l'Assemblée nationale. Et ça serait un superbe signal. Et par ailleurs, on contrôle évidemment la bonne application du traité d'Aix-la-Chapelle. Je vais faire tourner la parole, mais vous qui êtes spécialiste de l'institutionnel, si on regarde la spécificité, autant le traité de l'Élysée est un traité de réconciliation, celui d'Aix-la-Chapelle, on dit que c'est un traité de convergence. Donc, quelle est la philosophie? Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Ça veut dire pas convergence, je ne sais pas, mais en tout cas modernisation, parce que le traité de l'Élysée continue à être appliqué. Hein. Il n'est pas aboli par le traité d'Aix-la-Chapelle, mais le traité de l'Aix-la-Chapelle veut renforcer les relations bilatérales et le mettre un peu au goût du jour, hein, parce qu'aujourd'hui, on est devant une évolution technologique, on se trouve aussi dans un monde qui a changé hein, géopolitiquement. On sait que ce qui se passe à nos frontières, les menaces sont protéiformes, sont hybrides, et on a besoin aussi ensemble de donner une réponse à ça. Donc le traité d'ailleurs il est très 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 ambitieux en fait, hein. Mais le problème aujourd'hui c'est aussi on a des agendas qui sont extrêmement contraints, serrés. On se voit 2 fois en format plénière, plusieurs fois évidemment les membres du bureau. On a des groupes de travail, mais vous voyez l'instabilité politique fait aussi que certaines choses ne peuvent pas être réalisées. Moi j'étais dans un groupe de travail avec une collègue allemande sur la politique étrangère et sécurité. On a particulièrement travaillé sur la défense, sur la coopération, enfin sur le capacitaire, mais aussi sur l'interopérabilité. Boum, dissolution chez nous. Après, dissolution en Allemagne. Ça, c'est pas fait le même jour. Non, mais les travaux de 9 mois sont plus ou moins tombés à l'eau. Donc ça, c'est vraiment un gros problème pour nous parlementaires. Benjamin Kurk, vous êtes un beau bébé. Et je dis ça parce que la chercheuse Corinne de France, c'est vous qui me l'avez appris, a dit que le Fonds citoyen, c'est le plus bel enfant du traité d'Aix-la-Chapelle. Et qu'est-ce qu'elle entendait par là? Merci pour l'invitation. Soyons clairs, c'est pas moi le bébé dont il est question. Je suis né un peu avant quand même, avant la chute du mur d'ailleurs. Donc oui, c'est vrai que Corinne de France l'a écrit. C'était un clin d'œil aussi en fait au traité de l'Élysée, à la création de l'Office franco-allemand pour la jeunesse. On voit en fait un vrai parallélisme dans la réflexion qu'il y a eu, tant par rapport, je pense, au traité d'Aix-la-Chapelle. C'était la volonté, je crois, à l'époque aussi. C'était la volonté des 2 gouvernements. Et pour le Fonds citoyen, il y a aussi un parallélisme, puisque avec la création de l'OFAGE en 1903, on était dans un processus de réconciliation, de travailler avec les nouvelles générations pour qu'elles puissent se connaître, ces générations qui n'avaient pas connu la guerre, pour créer quelque chose de nouveau. Avec le traité d'Aix-la-Chapelle et le Fonds citoyen, on est dans l'approfondissement, dans l'élargissement de cette coopération à l'ensemble de la société civile. Ou peut-être parce qu'on avait pensé que ces jeunes qui avaient profité
les programmes de l'OFAGE devaient être aussi soutenus ensuite, mais en fait, tout simplement, c'est que cette relation est affaire de toutes et de tous. C'est comme l'éducation, l'apprentissage linguistique, c'est pas quelque chose qu'on commence et qu'on termine dans le milieu scolaire ou lorsqu'on est jeune, mais c'est quelque chose qui demande et qui interpelle chacun d'entre nous pour pouvoir s'engager et aussi défendre cette amitié et cette coopération à l'épreuve du présent. Je peux vous demander de spécifier un petit peu les activités, parce qu'on parle, il y a beaucoup d'initiés, mais on peut quand même rappeler ce que fait le Front citoyen franco-allemand, qui conseille, met en réseau, finance les projets qui mettent en lumière l'amitié franco-allemande et l'Europe. Voilà, comment ça se décline pour ceux qui auraient à découvrir un petit peu les contours. On donne de l'argent. Vous êtes très synthétique. Non, mais c'est dans le nom, c'est un fonds. C'est un fonds citoyen, donc on donne de l'argent pour les citoyens, pour les citoyennes de France et d'Allemagne, en réalité pour des projets à dimension franco-allemande et à dimension citoyenne. C'est vraiment ces deux côtés, ces deux aspects sont essentiels dans les projets que l'on soutient. Donc en premier lieu, nous sommes donc un fonds, donc on a un budget de 5 millions d'euros annuels. Ce sont des contributions gouvernementales paritaires françaises et allemandes. Le plus gros du budget, plus de 4 millions d'euros, c'est pour les financements des projets, de vos projets qui émanent de la société civile. Donc c'est pas nous qui faisons une ingénierie et qui stipulons qu'il faut faire ceci ou cela. C'est vraiment pour soutenir cette énergie qui jaillit et qui provient de la société civile. Et ensuite, évidemment, on a des mesures pour accompagner les porteurs de projets, pour les conseiller, pour les mettre en réseau. J'ai des collègues dans la salle, j'ai une des collègues qui instruit les subventions, donc vous pouvez aussi vous tourner vers elle si vous avez des questions. Mais t'as dans la minute. Que ne te cache pas. Et nous avons aussi un réseau de référents en France et d'Allemagne qui sont là un peu pour mailler le territoire, puisque au cœur du Fonds citoyen, il y a aussi cette notion de, on va dire, de décentralité, de décentralisation et d'impact territorial. Et ça, c'est très important pour nous. Et enfin, peut-être une chose qui est méconnue, c'est que presque la moitié des projets qu'on soutient, 41% en 2025, ont lieu dans des territoires ruraux. En France et en Allemagne. Oui. Et peut-être, dis-moi si je me trompe, s'il y a eu un tel impact déjà, le traité d'Aix-la-Chapelle, c'est précisément qu'il n'est pas resté cantonné un traité, un texte entre gouvernements, c'est quelque chose de concret, un outil dont se saisissent les citoyens, qui fait que cette société civile, elle œuvre, elle active. Souvent les gens critiquent l'Europe, t'as vu, ils ont pris telle mesure, c'est pas bien, mais ils comprennent pas que l'Europe, c'est à eux de la faire. Donc là, en l'occurrence, à travers le fonds, grâce au fonds, ils peuvent réaliser cette amitié franco-allemande, c'est ça ? Oui, en fait, je reprendrai peut-être les mots du collègue de Mme Tillet, M. Frédéric Petit, qui était là ce matin. Je crois qu'en fait, la société civile, et par là le Fonds citoyen, ou du moins la mission du Fonds citoyen, c'est d'être cette chair du franco-allemand, le corps un peu du franco-allemand, qui rend aussi ces relations humaines et d'autant plus essentielles parce que, au-delà de la coopération intergouvernementale et politique, même si essentielle, puisque le Fonds citoyen aussi découle d'un traité, et la coopération intergouvernementale est extrêmement importante, et aussi la coopération économique, mais c'est in fine les citoyens et les citoyennes qui aussi au niveau national votent pour des élus, pour des partis qui vont ensuite appliquer des agendas pour la cohésion européenne, pour l'intégration européenne et pour la coopération franco-allemande. Et si on perd cette notion et cette importance et ce sens de la relation franco-allemande au niveau de la société civile, il y aura des conséquences plus tard au niveau politique. En préparant cet échange, je vous ai demandé, tiens, citez-moi un projet que je visualise un petit peu mieux ce que vous pouvez financer. Et à ma grande surprise, vous aviez du mal. Pourquoi ? Parce que vous me dites, il y a énormément de projets, une myriade. Donc finalement, c'est peut-être ça qui explique la réussite du Fonds citoyen, cette diversité, non ? Oui, non, c'est tout à fait juste. Alors, je crois que c'est une force. On est moins dans la recherche de la communication d'un projet avec une visibilité. Et d'ailleurs, lorsqu'on voit un peu la photographie des projets qu'on soutient, on soutient environ 900 projets par an et la moyenne de financement des projets, c'est 4 000 euros. On peut rappeler la dynamique pour montrer la montée en puissance. Oui, donc combien de projets ? Plus de 3 500 depuis le début de l'existence. La première année, c'était 100 projets.
Cette année, on va prendre 2024 parce que l'année n'est pas encore terminée. On avait reçu 1500 demandes de subventions, soutenu 930. Voilà. Et pour 13 millions d'euros de demandes de subventions, on n'a que 4 millions. Mais c'est un bon signe. Et c'est aussi la nécessité d'aller chercher d'autres groupes cibles, puisque ici, nous prêchons quand même aux convaincus. Nous sommes ici, c'est normal, on est aussi des multiplicateurs. Et c'est la raison d'être de ce congrès aujourd'hui. Mais c'est aussi d'aller chercher des nouveaux groupes cibles, des nouveaux publics intergénérationnels, puisque c'est la distinction entre l'OFAGE et le Fonds citoyen. Pas de double financement. Ce serait une mauvaise utilisation des fonds publics. L'OFAGE soutient des projets jeunesse, le Fonds citoyen des projets intergénérationnels ou plus de 30 ans. Et donc voilà, cette multiplicité des projets et de ces actions qui font le succès. Voilà, et ça dépend finalement du territoire, ça dépend du statut juridique de l'organisation qui nous dépose la demande de subvention, si c'est dans un petit village, si c'est une fondation, si c'est une collectivité, enfin voilà, il y a le choix. Alors, je repasse à l'autre Benjamin Civil, vous aussi acteur de cette société civile qui tisse ses liens de part et d'autre du Rhin. Donc, vous avez fait partie en 2023 de la première cohorte Génération Europe de 20 personnes qui sont nommées comme des jeunes experts franco-allemands, et vous avez co-animé les projets culturels et linguistiques. Alors, ça paraît rien comme ça, des rencontres de jeunes, mais finalement, c'est ça l'amitié franco-allemande. C'est pas juste un traité tous les 5 ans, sinon ça vivrait pas. Non, vous pouvez nous raconter comment ça se passe? Je pense qu'on fait partie, peut-être à différents titres, que ce soit avec Génération Europe ou le service civique européen, des retombées indirectes en fait de ce traité d'Aix-la-Chapelle. Génération Europe, ça a été créé justement pour les 5 années du traité d'Aix-la-Chapelle, à l'initiative du président de la République et du chancelier fédéral de l'époque, Monsieur Scholz, pour effectivement avoir un groupe de 20 jeunes, plus si jeunes que ça, d'ailleurs, parce que c'est jusqu'à 40 ans. Tu paries de bébé, on vieillit pas trop, là, ça va. Non, mais bon, il y a des gens éligibles. Voilà. Mais en tout cas, un groupe de personnes qui avaient déjà, plutôt en début ou en milieu de leur carrière, soit dans le domaine associatif, dans le domaine de l'initiative citoyenne. On a aussi des hauts fonctionnaires, on a des scientifiques, beaucoup de scientifiques, des médecins. Enfin voilà, une approche très pluridisciplinaire, de choisir 20 personnalités chaque année, la moitié de France, la moitié d'Allemagne, avec quelques-uns qui sont franco-allemands toujours, et de les faire travailler ensemble, non pas seulement pendant 1 an, parce qu'en fait ça dure encore. C'est ça peut-être la particularité et le succès. Oui, c'est que la génération de 2023 continue de rencontrer régulièrement celle de 2024, celle de 2025, celle de 2026 qui arrive, et en fait il y a un groupe de gens qui se sont constitués et dont le but est de proposer des nouvelles idées pour revivifier pas seulement la relation franco-allemande, mais bien aussi la relation franco-allemande et son rôle dans l'Europe. C'est pour ça que ça s'est appelé Génération Europe. Et comme ça, non seulement on a pu se rencontrer, se connaître, se reconnaître et potentiellement faire des choses ensemble, pas pendant cette année seulement, mais peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, qui sait, quand il y aura besoin de nous, un peu la force de réserve du franco-allemand, mais aussi très concrètement proposer des idées nouvelles. Et pour rebondir sur ce qui a été dit, Madame Klinkert expliquait un peu les priorités qui avaient été celles du traité d'Aix-la-Chapelle, la mobilité entre les 2 pays, l'innovation et ainsi de suite. Et c'est vrai que donc, le collectif pour un service civique européen, on l'a créé en 2018. Et je crois qu'on a été quand même porté par ce moment. Si on a pu rencontrer Madame Tillet, qui a beaucoup œuvrer au début pour que notre idée puisse aller plus loin, puisse se faire. Des gens aussi comme à l'époque Christophe Arendt, premier président de l'AFPA. On était un peu portés non seulement par cet élan franco-allemand. Il ne faut pas oublier que le service civique, ça a été inventé en Allemagne
Aujourd'hui, le plus grand service civique du monde, c'est en France, avec 150 000 jeunes par an. Donc c'est quand même une idée qui est franco-allemande, mais qui a vocation à faire des émules en Europe. Pourquoi pas avoir un service civique, c'est ce qu'on essaie de faire en Pologne, en Roumanie, et ainsi de suite, et puis favoriser des échanges d'un pays à l'autre. Donc on a pu, nous, en tant qu'association, en tant que mouvement de jeunes, à la base, on était quelques jeunes bénévoles qui se mobilisaient avec une idée qui était celle d'ouvrir la mobilité européenne à tous les jeunes. À travers cet instrument du service civique, on a été porté par cet élan franco-allemand qui avait envie de faire des choses pour l'Europe, et c'est ce qui nous a permis de faire les choses. Et après, c'est vrai qu'en plus, on a gagné le prix Charlemagne qui est décerné à Aix-la-Chapelle. Donc on a la double peine arrénienne. De lieu. Quelques détails, si vous voulez bien, sur les projets, parce qu'on parle de rencontres, on a l'impression que c'est juste des clubs d'amis, et ça a l'air de l'être. Mais scientifiquement, je crois qu'il y a même des avancées. Vous me parliez en médecine. Donc voilà, c'est vraiment intéressant de voir ce que peut générer la concentration d'élite franco-allemande. Par exemple, à l'hôpital de la Charité, à Berlin, il y a un groupe qui s'est constitué et qui se réunit régulièrement de professeurs et de médecins qui se réunissent dans un cadre franco-allemand et avec des partenariats qui se sont noués avec d'autres hôpitaux en France pour justement avoir cette discussion, que ce soit en termes de recherche, mais aussi en termes de comment est-ce qu'on traite les urgences de santé. On peut penser à l'après-Covid, qui a quand même beaucoup marqué cette génération et cette période. Au sein du groupe culture et langue que j'animais, a émergé cette idée d'une capitale franco-allemande de la culture, alors qui reste à réaliser, mais qu'est-ce que ça serait ? Ça serait de choisir chaque année un territoire, une fois en France, une fois en Allemagne, pour avoir particulièrement des animations régulières, une grande conférence qui permettrait de réunir les gens au-delà, on va dire, peut-être effectivement de ceux qui sont le plus habitués au franco-allemand, comme les gens de la FAFA, mais qui auraient évidemment toute leur place, mais aussi aller chercher ceux qui restent un peu loin de ces relations franco-allemandes, dans nos entreprises, dans nos chercheurs, et ainsi de suite, et en fait faire vivre cette relation au plus long terme. Et peut-être pour finir sur des projets concrets, le Fonds citoyen franco-allemand, moi je peux en témoigner de son impact et surtout d'à quel point c'est un levier pour la société civile et pour les territoires. On avait bénéficié avec le collectif pour un service civique européen d'une aide au projet pour 2 festivals qu'on a pu organiser. Un qui s'appelle Lust in Sarreguemines, qui est un festival d'art et de culture dans ma ville natale de Sarreguemines. On est très représenté du Grand Est ici, mais c'est bien de voir que ça existe et que ça vit aussi à Nantes. Voilà. Ce festival, donc il a été aidé pour sa première année et encore aujourd'hui, il a lieu chaque année en réunissant quand même plusieurs milliers de personnes et même maintenant, au-delà d'un moment identifié dans l'année, c'est devenu en fait une animation de territoire aidée d'ailleurs et financée actuellement par les territoires qui ont pris le relais, qui continue de réunir beaucoup de gens. Un autre exemple, aussi financé initialement par le Fonds citoyen franco-allemand, une exposition itinérante entre Thionville et le côté allemand de la frontière, mais aussi en invitant nos amis du Luxembourg. Et celle-là aussi, elle a continué de se dérouler chaque année. Et en plus, in fine, a aussi remporté, alors c'est pas nous, mais c'est une de mes anciennes employées qui avait été particulièrement à l'œuvre pour l'initier, elle a aussi s'est vue décerner le prix Charlemagne pour la jeunesse, cette fois-ci au titre du Luxembourg. Vous remportez tous les lauriers. Donc voilà, si vous avez des idées de capitale franco-allemande pour la prochaine idée de Benjamin, n'hésitez pas à aller le voir, puisque je ne sais pas si vous avez vu la capitale européenne de la culture, quant à elle, ils sont allés la chercher très loin, c'est Oulu en Finlande. Donc n'hésitez pas à échanger les idées pour le prochain projet de... Peut-être juste, effectivement, la capitale va être Oulu en Finlande, qui n'est peut-être pas le premier site qui nous vient évident. Ensuite, ça sera de mémoire un des pays baltes. Également, c'est passé. Voilà. Ouais. Mais pourquoi cette idée de capitale franco-allemande de la culture ? Au début, les capitales européennes de la culture, quand on était encore dans une Europe presque carolingienne à 6, c'est vrai qu'elles avaient eu lieu très régulièrement en Allemagne, en France, un peu au Benelux et aussi en Italie. Mais au fur et à mesure que l'Europe s'est élargie, et c'est bien normal, il faut aller aussi toucher les autres territoires, l'Europe dans toute sa diversité.
Mais je crois qu'il ne faut pas oublier non plus ce qui a été le socle initial de cette Europe qui s'est créée, qui est quand même aussi cette relation franco-allemande. Et donc l'idée, c'est de remettre une actualité régulière, des rencontres culturelles qui sont déjà très nombreuses, mais voilà, avec un moment un peu phare. Tout à fait. J'aimerais qu'on parle effectivement avec vous, Benjamin Loubet, puisque vous êtes, je le rappelle, Bertrand Loubet, commandant de la brigade de coopération transfrontalière européenne, pardon. Mais vous avez démarré sur les chapeaux de roue. Hein. Le traité d'Aix-la-Chapelle est signé le 22 janvier 2019. La première formation de votre unité binationale a eu lieu en mars 2019. Quel empressement, quelle réactivité, c'est formidable. C'est ça. Donc, ce qui fait que je ne suis pas le Benjamin, mais l'aîné. Bravo. Mais Il en faut un. Mais l'aîné, Enfin, je suis... Et d'ailleurs, je vous remercie d'avoir invité la gendarmerie nationale que je représente, et qui d'ailleurs ne travaille pas toute seule dans cette affaire, puisque cette unité opérationnelle franco-allemande est véritablement la première concrétisation du traité d'Aix-la-Chapelle, signé, je dois le rappeler, le 22 janvier. Et dès lors, ça veut dire qu'en amont, le travail avait déjà été fait. Vous avez triché, vous avez démarré avant. Hein. Ah mais On n'a jamais dit qu'il était interdit de démarrer quelque chose de partenarial et de concret pour l'intérêt général avant qu'on en donne le départ. Ce qui compte, c'est l'arrivée, pas le départ. Donc, permettez-moi de m'adapter, c'est le propre des gendarmes. Je vous félicite. Permettez-moi de m'adapter face... d'autant que on a bien fait de partir en avance parce qu'on ne pensait pas à quel point la pente pouvait être raide. Donc, donc le 22 janvier, les chefs d'État et de gouvernement signent le traité d'Aix-la-Chapelle. Et dès le mois de février, le casting est fait autant dans la police fédérale allemande, la Bundesbereitschaftspolizei, qu'au sein de la gendarmerie nationale, pour partir en formation dès début mars. Et très précisément le 18 mars, ce qui veut dire qu'on a 7 jours d'avance par rapport à... Il y avait une course en fait, je ne sais pas si vous étiez au courant, le plus important. Par rapport à l'AFPA. Non, mais je ne suis pas du tout en rivalité, mais c'est très bien de montrer que les choses ont pu être mises en œuvre rapidement, parce que ça démontre... Il y avait des volontés. Ça démontre qu'il y avait une volonté commune. Exactement. Et c'est ça le plus important. Parce que, il y a des choses à faire. Parce que nous, aujourd'hui, gendarmes, on veut dupliquer ce qu'on fait en franco-allemand avec l'Italie, avec l'Espagne, qui sont des partenaires de même statut militaire, puisque la police fédérale est une force civile, la gendarmerie est une force militaire. On m'a dit dès le début, ça ne marchera pas ton truc. Moi, si on me dit ça, j'insiste. Et au final, on vient de fêter nos 6 ans, le 16, puisque le 16 octobre 2019 a été paraphé l'arrangement administratif par les 2 ministres de l'Intérieur qui socle... Lequel ? Nous, ça bouge pas mal. C'était Castaner et Seehofer à l'époque. Oui, c'est loin. Et d'ailleurs, c'est là qu'on voit qu'on a parcouru du chemin. Mais ça reste, c'est ça qui compte. Mais ça reste. Et depuis, on a signé, en tout cas, la France a signé des traités d'amitié avec l'Italie, c'est le traité du Quirinal en 2021, l'Espagne, le traité de Barcelone en 2023, récemment, le traité de Nancy avec la Pologne. Mais on n'arrive pas à développer à dupliquer ce modèle de coopération opérationnelle avec nos partenaires espagnols et italiens, ce qui démontre bien que c'est une question de volonté. Ah, on va reparler des autres pays, mais si on reste concrètement, cette brigade, on parle de quoi ? Une trentaine de gendarmes, qu'est-ce que vous faites ? C'est vraiment intéressant de voir que concrètement sur le terrain, on a besoin de vous et de plus en plus. Madame Klinker parlait de promotion des mobilités. Eh bien, nous, on garantit la sécurité de ces mobilités. Dans quelques jours, mardi, le Paris Saint-Germain va jouer à Leverkusen en match de poule de la Ligue des Champions. Donc, il va y avoir énormément de supporters parisiens qui vont s'y rendre. Eh bien, il y aura l'unité opérationnelle franco-allemande qui sera là, en appui de la police locale, en interface entre les autorités locales et les groupes de supporters français, de manière à pouvoir communiquer en amont, pour pouvoir faciliter la manœuvre globale de sécurité et être un point d'ancrage qui facilite à la fois la compréhension et linguistique et culturelle, parce que on ne peut pas,
en Allemagne, utiliser un fumigène dans la rue. Donc quand les supporters font leur cortège pour se rendre au stade, évidemment, ils ont besoin de visibilité et ils ont besoin d'allumer le feu, comme dirait Johnny. Mais en Allemagne, c'est strictement interdit. Et si on ne le leur dit pas avant, on va après devoir gérer des situations ou peut-être générer des situations d'incompréhension. Et là, nous, on va continuer notre appui, mais d'une manière un peu moins agréable, puisqu'on sera en appui d'une action de répression. Donc on est dans un continuum de sécurité, mais qu'on prend très en amont pour faciliter la sécurité et garantir la sécurité de la mobilité. C'est un exemple parmi tant d'autres. Oui, si je donne un autre exemple, vous êtes également la fête de la bière, donc on va croire que vous êtes que dans les événements extrêmement conviviaux, et vous avez bien raison, mais concrètement, je plaisante, ça veut dire quoi? Vous êtes au cœur de la mêlée, et ces missions, comment elles se passent? Donc il y a une manière différente de travailler, c'est ce que vous semblez dire. Oui, au cœur de la mêlée, en tout cas, moi je dirais au contact direct des populations, en France ou en Allemagne. On est, je n'ai pas la prétention de dire la seule unité de ce type-là au monde, parce que je n'ai pas eu le temps de pousser l'analyse, mais en tout cas, en Europe, en modèle de coopération policière, il n'y a pas d'autre modèle comme le nôtre. Il y a des unités binationales, mais qui sont vraiment axées à la frontière. Nous, notre force, et d'ailleurs c'est très bien qu'on soit aujourd'hui à Nantes, qui est une ville relativement éloignée de toute frontière, c'est d'être en capacité d'accompagner les mouvements de population, pas simplement dans une zone frontalière qui paraît évidente. La plupart du temps, quand je dis ce que je fais, on me dit « alors tu travailles à la frontière ». Yain, je travaille à la frontière quand j'ai rien d'autre à faire ailleurs, et je peux vous dire que j'ai souvent beaucoup d'autres choses à faire ailleurs. Quand on est engagé sur la première étape du Tour de France, Brest-Landerneau en 2021, là, il n'y a pas d'ambiguïté, on est loin de toute frontière. Et pourtant, on y est parce qu'il y a du public allemand. Donc l'idée, c'est véritablement de pouvoir être à la fois en capacité de répondre aux besoins des populations de manière complètement indifférente entre un ressortissant français et un ressortissant allemand. Un ressortissant allemand qui vient en France et qui, par exemple, pendant les Jeux Olympiques, se fait piquer son téléphone ou son portefeuille dans le métro, même si ça n'est pas arrivé parce qu'il y avait plus de policiers et de gendarmes que de gens qui prenaient le métro. Mais en tout cas, il faut prendre en compte, il peut être parfaitement bilingue, il peut parler le français de manière absolument fluide. En attendant, c'est une victime qui va connaître une situation de sidération, et il faut qu'on puisse prendre en compte son état de victime. En français, on a une expression qui dit « en perdre son latin ». Eh bien, il peut en perdre son français et avoir besoin d'être recueilli, accueilli, accompagné par un policier allemand qui va lui parler dans sa langue maternelle. C'est aussi ça, accompagner une mobilité. C'est pas simplement avoir une action répressive ou dissuasive, c'est aussi être en capacité d'accompagner les victimes. Et je le dis parce que c'est trop souvent ce qu'on oublie de dire. Et quand on veut fonder une société, ça veut dire se sentir en sécurité. Se sentir en sécurité, c'est aussi pouvoir être considéré comme une victime quand on l'est. Et combien de missions, hein, c'est comme le Fonds citoyen, quand on regarde la croissance exponentielle du nombre de projets. Vous, combien de missions? On vous en demande de plus en plus? Moi, je suis ravi qu'on m'en demande de plus en plus. D'ailleurs, quand on ne m'en demande pas, j'en cherche. Non, mais alors, pour vous donner des chiffres très clairs, on est créé en 2019. En 2019, 6 missions pour un total de 30 jours. C'était déjà pas mal, on était contents. Le directeur général de la gendarmerie à l'époque avait dit l'UEFA est créé, très bien, maintenant il faut lui trouver des missions. Maintenant, moi je dis, l'UEFA a été créé, a 6 ans d'expertise et d'expérience, il faut lui trouver du personnel. Parce que pour 2024, qui est la dernière année calendaire complète, c'est 60 missions pour plus de 200 jours de mission au global. Vous allez me dire, c'était une année chargée, parce qu'il y avait l'Euro 2024 de football en Allemagne et les Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris. Ein super Sportsommer. Mais aujourd'hui, on est le 18-19 octobre, on est déjà à 70 missions, c'est-à-dire 10 de plus qu'en 2024, qui était une année très dense, et on est déjà à plus de 200 jours de mission, et l'année n'est pas terminée. Donc c'est pour dire que des missions, il y en a au quotidien, mais j'ai envie de dire que la sécurité, elle est
permanente, elle Ouais. est quotidienne, de jour, de nuit. Il ne doit pas y avoir uniquement des week-ends où on intensifie la sécurité. Évidemment, on adapte les dispositifs en fonction des événements. On ne va pas engager autant de monde sur la fête, 11 novembre. sur la fête du jumelage d'une commune et l'Oktoberfest, bien évidemment. Néanmoins, le nombre de missions est quasi permanent, en tout cas pour l'unité qu'on est aujourd'hui. Vous me disiez en préparant la table ronde qu'il y a beaucoup de choses qui sont réalisées, qui n'étaient même pas envisagées, parce que ce qui est bien notamment, c'est que les Allemands, ils ont des hélicos, d'après ce que j'ai compris. Vous pouvez nous en parler ? Oui, les Allemands ont des hélicos, nous on a des idées. Et moi, je n'en manque pas. En fait, j'ai tendance à dire que notre seule limite est celle de notre imagination. Bon, il y a aussi le budget, mais ça, il faudrait que j'en parle avec Madame la députée pour qu'on puisse voir de quelle manière les choses peuvent avancer. Alors, les Allemands ont des hélicos, et au début, on procédait à des contrôles à la frontière, mais côté allemand de la frontière, en mettant des équipes dans les hélicos pour aller contrôler les axes pénétrants venant de France. Bon, opérationnellement, ça avait du sens, mais pourquoi en fait on s'arrête à la frontière ? Pourquoi on ne pourrait pas faire juste 500 mètres de plus et se poser à un endroit français, pas loin de la frontière, pour faire exactement la même chose de l'autre côté, avec le même hélico, avec le même gendarme dans l'hélico et le même policier allemand qui l'accompagne dans l'hélico. Et donc on a mis en place ce système-là que j'appelle les contrôles en point de couture, puisque en fait l'hélico pose une équipe d'un côté de la frontière, il en pose une autre de l'autre, et pendant 8 heures, on va procéder à des contrôles où localement on va être agrégé par les unités locales, que ce soit en Allemagne ou en France, pour densifier très rapidement le contrôle et avoir aussi un effet de surprise, parce que c'est aussi dans notre ordre de marche. Mais en tout cas, grâce à cette unité-là, on développe des modes de contrôle qui n'étaient même pas imaginés au moment de la création de cette unité-là. Donc c'est pour dire à quel point on a véritablement une utilité, en tout cas je ne vous dirai évidemment pas l'inverse, mais à quel point... et puis rien n'est figé en fait. On a eu une feuille de route initiale, mais je peux vous assurer qu'aujourd'hui on en est très loin, parce que si l'exemple du nombre de missions est éloquent, c'est bien aussi parce que le type de mission a complètement évolué depuis le début. Et puis on sent bien votre enthousiasme, et c'est vrai, quand vous êtes là dans la salle, on se sent rassuré effectivement. Mais ce qu'il faut comprendre, la mauvaise nouvelle, c'est que s'il y a autant de missions de sécurité, c'est qu'il y a une criminalité qui augmente. Vous me disiez Schengen, c'est la libre circulation des personnes et des biens. Qui dit libre circulation des personnes et des biens dit libre circulation des criminels, des délinquants, des produits, des crimes et délits. Donc est-ce que vous pouvez continuer de nous rassurer un petit peu ? Alors, si j'avais su, je serais venu en tenue. Ça aurait été peut-être beaucoup plus facile. Alors, est-ce qu'il y a plus de criminalité transfrontalière ? J'ai envie de dire que quand on est délinquant ou criminel, une frontière, c'est super pratique. On voit les films américains où il y a une poursuite et on arrive à la frontière, on est obligé de s'arrêter. C'est à peu près pareil, hein. C'est à peu près pareil en Europe. On a mis en place des centres de coopération policière et douanière, mais qui font plus du transfert d'informations, du suivi judiciaire, de l'entraide. Mais opérationnellement, il n'y avait pas d'outils pour pouvoir avoir une action permanente, quel que soit le côté de la frontière où on se trouve. L'exemple de l'hélico est une bonne illustration de ce qu'aujourd'hui on est capable de faire. Donc, est-ce qu'il y a plus de criminalité et de délinquance ? Là-dessus, je serais très réservé. Mais aujourd'hui, il y a une unité qui vient plus lutter contre la criminalité et la délinquance dans cette zone grise frontalière qui a été utilisée pour en jouer. Aujourd'hui, on en prend le profit, puisqu'on est en capacité de travailler dans la même mission, d'un côté ou de l'autre de la frontière. Et j'ai en tête un exemple très parlant, qui est une commune transfrontalière, Nassweiler, en Moselle, entre la Moselle et la Sarre, où la frontière est au milieu de la route. C'est-à-dire que d'un côté du trottoir, vous êtes en Allemagne, de l'autre, vous êtes en France. Donc on a des dealers français qui traversent la route pour faire leur business en Allemagne, en se disant de toute façon, les policiers allemands ne parlent pas français, on ne va pas être contrôlés. Et puis les policiers français ne peuvent rien faire contre nous, puisqu'on est en Allemagne. Et bien nous, on va sur cette zone-là, et aux surprises, on est capable d'intervenir des deux côtés légalement. Et là, c'est beaucoup plus compliqué
de s'établir pour établir un point de criminalité. Donc vous voyez, ça fait partie des choses qu'on n'identifiait pas avant, mais que notre unité permet aussi de matérialiser. Donc est-ce qu'il y a plus de délinquance ? Je ne sais pas. En tout cas, on matérialise plus la lutte contre cette délinquance. Et Madame la députée m'a posé une question que je pense vous allez vous poser ou vous vous êtes déjà posé. Dans quelle langue parlez-vous ? Puisque je parle du policier allemand qui ne parle pas français. Dans quelle langue parle-t-on ? Alors, peut-être de manière un peu arbitraire et allemande, j'ai interdit l'anglais. J'ai interdit l'anglais comme langue de travail. Je l'ai interdit, mais je l'ai obligé comme langue d'interaction avec des ressortissants étrangers qui ne parlent que l'anglais, ou en tout cas qui ne parlent pas le français et l'allemand. Donc ils vont dire, vous allez me dire, il est complètement schizophrène ce type. Mais en fait, là, j'ai pris l'exemple de la brigade franco-allemande qui concerne les armées, où la langue de travail est l'anglais, parce que c'est les codes de l'OTAN. Et les états-majors parlent en anglais. Et de toute façon, les troupes n'interagissent pas directement ensemble. Donc un militaire français peut très bien faire 15 jours de mission dans le cadre de la brigade franco-allemande sans rencontrer un militaire allemand. Mais nous, on travaille avec, pour élément de base, le binôme. Et le binôme, c'est un gendarme français et un policier allemand. Donc entre nous, il faut qu'on communique. Déjà pour des raisons évidentes de sécurité. Si on ne sait pas dire... revolver si on peut, ou ne serait-ce que attention, c'est compliqué. Ouais. Donc, il faut une langue commune. Eh ben, la langue commune, c'est pas compliqué. Le français parle en allemand et l'allemand parle en français. Moi, je me demandais le voleur, qu'est-ce qu'il parle le délinquant, mais bon, on va pas faire de discrimination entre la France et de toute façon, il y a des délinquants dans tous les pays, donc potentiellement le délinquant parle toutes les langues. Madame la députée voulait réagir. Si vous me permettez de réagir, parce que là, bravo, félicitations. Écoutez, parce merci. Que le traité d'Aix-la-Chapelle, tenez-vous bien, a été négocié en anglais. Moi, à l'époque, ça m'a vraiment heurté parce qu'il y avait des négociations interministérielles, donc il n'y avait pas suffisamment de négociateurs maîtrisant la langue de l'un et de l'autre. Nous, par contre, au niveau parlementaire, on l'a refusé. On a négocié, j'étais la coprésidente avec Andreas Jung du groupe de travail, on a refusé de négocier en anglais, donc un peu comme vous. Et d'ailleurs, ça nous a montré aussi quelques difficultés, quelques barrières et quelques problèmes interculturels avec lesquels il faut gérer. Et c'est comme ça qu'on se rapproche et qu'on est beaucoup plus facilement en dialogue. Oui, parce qu'un Allemand et un Français qui utilisent un mot anglais, ils ne mettent pas forcément non plus la même chose dedans. Donc bravo, franchement, c'est ce qu'il faut. Et puis, alors c'est peut-être aussi un peu mon côté rebelle de vouloir... mais je vous ai parlé de prise en compte de l'état de victime tout à l'heure. Il faut que je sois, moi, en capacité de comprendre le ressortissant allemand qui vient et qui a besoin, et qui ne voit pas. Hein. Il ne voit pas que je suis un gendarme français. Hein. Il n'y a qu'au bout d'un moment, ah mais vous êtes français. Ben, pourtant, on a le drapeau, tout. On travaille dans nos uniformes quotidiens. Voilà. Pour vraiment être identifié comme un gendarme en Allemagne ou un policier allemand en France. Et moi, je dois impérativement être en capacité de comprendre le mieux possible, parce que moi, je ne parle que le Hochdeutsch, même si je commence à capter quelques mots en dialecte, mais c'est parfois compliqué. Mais c'est absolument impératif de pouvoir être en capacité d'interagir avec un ressortissant allemand pour un gendarme français et avec un ressortissant français pour un policier fédéral allemand. Donc la question ne se pose pas. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que l'un comme l'autre, on a des modes de recrutement un peu distincts. C'est-à-dire que moi, je vais quand même demander à ce que les gendarmes qui veulent intégrer l'unité aient quand même une base d'allemand. Je ne demande pas à ce que les gens soient bilingues, ni à un niveau de traducteurs. Je salue d'ailleurs nos traducteurs pour qui j'ai un profond respect, interprète, pardon, parce que je serais tout à fait incapable de le faire. C'est pas ce qu'on attend de nous, mais au moins qu'on soit en capacité de se comprendre. Et les Allemands, eux, ont une politique assez, en tout cas plus ouverte sur le recrutement. Ils recrutent des policiers qui ne parlent pas français, mais qui s'engagent à l'apprendre. Alors, parfois, ils s'engagent à l'apprendre, mais ils ne disent pas quand. Mais j'ai un exemple d'un camarade qui vient de Neustrelitz, donc à l'est de l'Allemagne, et je prends soin de dire à l'est de l'Allemagne et non pas autre chose, à l'est de l'Allemagne, et qui a appris l'anglais et le russe, et qui ne parlait pas un mot de français.
Mais aujourd'hui, il parle parfaitement français. Il fait des fautes de grammaire, comme je peux en faire en allemand parfois, comme j'essaye de ne pas en faire en français. Mais en tout cas, il parle, il est en capacité de se faire comprendre. Et il va vous dire que c'est son grand plaisir d'être aujourd'hui à Nantes pour être avec vous et faire comprendre comment c'est pour moi important. Voilà ce qu'il va vous dire. Ça se comprend. Mais c'est parfait. Ça passe. Mais c'est parfait. Ouais. Et ce camarade-là, Victor, il est arrivé, et moi je le prends toujours en exemple parce que c'est éloquent. Et il est arrivé dans cette unité-là parce qu'il s'est dit waouh, mais cette unité-là, c'est génial, je veux y travailler. Ouais, je parle pas français, c'est pas grave, je vais y aller quand même. Monsieur Donc, le commandant, on fait tourner la parole. Madame Thiele va non, réagir. Oui, parce que sinon je Moi, m'arrête je plus. trouve Moi. Non, mais c'est ça... intéressant, non, c'est super. mais moi je trouve ça extrêmement inspirant parce que quand on pense dans le traité d'Aix-la-Chapelle, il y avait aussi stratégies diverses et variées pour promouvoir nos langues réciproques. Ça veut dire qu'il ne suffit pas de les dire, c'est-à-dire il faut un vrai objectif. Et ça, vous le donnez en fait. L'objectif, c'est de pouvoir communiquer aussi avec les victimes. C'est la nécessité de vous entendre entre vous, et ça je trouve que c'est un excellent exemple. Ça veut dire qu'aussi, si je veux revenir sur le traité d'Aix-la-Chapelle, il y a eu beaucoup d'innovations, les plus marquantes d'ailleurs sur le papier. Je l'ai un peu recensé et on pourrait se dire bah oui, non, en fait finalement c'est pas si terrible quand on regarde véritablement, mais en réalité il y a beaucoup d'initiatives quand même sur le terrain qui découlent de ça. Mais par exemple, il y a une clause, la coopération transfrontalière. Vous êtes un exemple de cette coopération transfrontalière, tout en disant, et ça je trouve ça très remarquable aussi, non, le franco-allemand se résume pas, se réduit pas aux transfrontaliers. Et ça, c'est un combat de tous les jours. C'est Hein. un combat de tous les et jours. Madame Klinkert a fait un rapport très intéressant sur les liaisons transfrontalières. Ouais. Donc, par contre, on a dans la coopération transfrontalière des clauses d'expérimentation permettant des dérogations au droit national qui constituent l'innovation la plus audacieuse. Mais quand on regarde de près, les clauses des dérogations au droit national, j'ai l'impression on n'y est pas encore parce qu'on a aussi en France le principe de la République indivisible. Donc c'est très compliqué d'avoir des expérimentations dans les zones comme ça. Par contre, il y avait aussi une clause d'assistance mutuelle, une véritable nouveauté. La France et l'Allemagne sont les seuls pays de l'OTAN à avoir conclu un pacte d'assistance mutuelle bilatérale. On n'en parle jamais, mais... Il risque de jouer bientôt, hein, parce que quand on voit ce qui se passe à l'Est... Mais donc ça va bien au-delà des engagements existants au sein de l'OTAN et de l'Union européenne. Instituer une zone économique franco-allemande dotée de règles communes par l'harmonisation de législation, notamment de droit des affaires. Mais là aussi, on se heurte tout de suite, je veux dire, à des problèmes d'interculturalité là aussi. Par exemple, vous parlez d'un droit d'insolvabilité. Le regard d'un mandataire financier, mandataire, on dit, Konkursverwalter, c'est mandataire judiciaire. Mandataire judiciaire, en France, il va toujours défendre d'abord les intérêts des employés, c'est-à-dire sauver les emplois. En Allemagne, on va tout d'abord essayer de contenter les créanciers. Vous voyez déjà là, comme c'est pas si facile que ça, quoi, entre le dire et la réalité en fait de ce que vivent les entreprises et la réalité sur le terrain. Donc il faut qu'on trouve des compromis de ce côté-là. Société simplifiée, par exemple, c'est un vieux serpent de mer au niveau européen, par exemple, une société simplifiée européen. Là, on peut donner une vraie impulsion franco-allemande aussi. On essaye aussi de mettre ça en place, mais là encore, il y a en allemand la Mitbestimmung, la codécision dans les grandes entreprises. Comment on trouve là un compromis, etc. Là, le gouvernement, ce serait pas mal qu'il ait quelques cours là en ce moment. Donc, juste des compromis. Juste pour plus des nouvelles instances de coopération. Donc, à chaque fois, on peut regarder d'un point de vue, on peut regarder chaque disposition d'une manière critique, ou de se dire, oui, mais finalement,
il y a quand même les avancées, et ces avancées se font sur le terrain, comme avec le Fonds citoyen, comme avec le service civique et comme avec la brigade. Comme d'ailleurs aussi la brigade franco-allemande, si on peut parler un peu défense, ça se développe. Les deux ministres, Sébastien Lecornu et Boris Pistorius, ils ont quand même voulu dynamiser la brigade qui n'a jamais été déployée dans son ensemble, quelque part. Donc là, il y a une lettre d'intention pour mettre la brigade franco-allemande d'abord, pour permettre une formation otanien à la brigade, la même formation, et pour pouvoir la déployer dans son ensemble sur le flanc Est, ce qui ne s'est jamais fait non plus. Donc tout ça, c'est des choses que le traité d'Aix-la-Chapelle n'a pas annoncé comme ça, mais les grandes lignes ont été données, comme d'ailleurs aussi le Conseil de défense et de sécurité, qui à Toulon aussi s'est réuni et a fait des pas en avant. On commence à parler quand même aussi de notre dissuasion nucléaire, d'une nouvelle stratégie, englobant aussi nos partenaires, etc. On peut dire tout ça, c'est des petits pas, mais vu l'instabilité politique aussi et nos calendriers très différents électoraux qui sont un véritable souci de ce côté-là. Mais on avance. Je voudrais pas refroidir un petit peu l'ambiance, mais quand même, quand on regarde l'exposition sur justement le traité d'Aix-la-Chapelle dans la salle d'à côté, il y a marqué également la coopération sur les affaires européennes. On attendait une coopération en matière de politique européenne en faveur de la politique étrangère et la sécurité. Il y a encore pas mal de chemin à faire, Madame Thielaine. Oui, bien sûr, mais par contre, on a eu quand même un vrai saut qualitatif en 2020 avec Next Generation EU. C'était quand même, et ça on oublie tout le temps, je veux dire, l'Allemagne, pour laquelle comment le mot dette, Schulden, Schuld, culpabilité, est un gros problème, a quand même consenti d'emprunter 750 milliards en commun. Hein. Donc nous, notre plan de relance, on ne peut jamais le dire suffisamment, il est quand même financé à 40 milliards d'euros par les fonds européens, enfin par cet emprunt européen, donc remboursé par 27 États membres. Hein. Et ça, c'est une impulsion franco-allemande. On peut quand même rappeler, puisqu'on essaie de faire ce bilan de ce traité d'Aix-la-Chapelle à ce stade, que tout a été fait quasiment pour le faire capoter. Hein. Depuis la signature, hein, il y a eu la pandémie de coronavirus, soucis de changement climatique, les questions de migration, d'asile, l'offensive russe contre l'Ukraine, reprise du conflit au Proche-Orient. Il y a eu beaucoup de sujets alternatifs qui pourraient avoir abouti à ce qui se passerait du tout, en fait. Hein. Donc ça a surmonté et ça souligne ces concrétisations. C'est formidable ce qui a été fait dans ce contexte. Je trouve, tout à fait. Et vous qui êtes également officier de réserve, hein, je vous redonne un petit peu la parole, Benjamin Siby. Ces questions effectivement de sécurité, de défense, est-ce que les jeunes de génération Europe, vous en parlez ou c'est pas dans le scope? Alors on a eu un mot anglais, zut. Pardon. Non, mais vous êtes tout pardonné, parce que je ne saurais pas traduire scope en allemand. Donc, non, on a eu également un officier de gendarmerie qui était intégré dans Génération Europe l'an passé. Il est vrai que les sujets militaires qui sont pourtant prépondérants dans les discussions qui ont lieu entre la France et l'Allemagne et aussi au niveau européen, de plus en plus ces derniers temps, on peut parfois regretter que dans les cercles informels qui se réunissent comme ça, on n'a pas toujours des spécialistes de la chose militaire, parce que la conscription n'existe plus. Pour la jeunesse allemande et française d'aujourd'hui, c'est des sujets qui parfois peuvent paraître soit lointains, soit même rebutants. Je dois dire quand même que mon impression, c'est que c'est quand même, en tout cas je parle pour la France, de moins en moins le cas. C'est plutôt, en tout cas moi, que je discute avec mes camarades qui n'ont peut-être pas été confrontés à la chose, on ressent une forme de curiosité. Ils ont envie d'en savoir plus et d'en connaître plus, mais peut-être qu'ils n'ont pas eu l'occasion. En tout cas, par exemple, dans les 700 jeunes qui font un service civique européen aujourd'hui,
à peu près 300 Français, 60 Allemands. On a eu l'occasion l'année dernière de faire un sondage pour leur demander est-ce que vous seriez prêt à vous engager en solidarité d'un autre pays d'Europe. Alors, on n'a pas forcément dit, s'il était attaqué, on n'a pas forcément dit comment s'engager, mais bon, je crois que tout le monde l'avait quand même un peu à l'esprit. Et on a vu que dans ces jeunes qui avaient déjà donné 1 an de leur vie quand même, pour des activités d'intérêt général, pas militaire, mais des activités qui sont utiles à toute la société aussi, il y avait plus de 85% qui nous disaient oui, moi aujourd'hui je me sens solidaire, donc je me sentirais obligé et redevable avec mes camarades d'être présent s'il se passait quelque chose. Mais au final, peut-être pour revenir sur la question du traité, mes camarades de panel sont beaucoup plus spécialistes de la chose, mais je crois qu'un traité, à un moment, ça constate toujours une situation donnée, des relations données entre les parties prenantes. Qu'est-ce qu'on est capable de dire qu'on a envie de faire à un moment. Et donc forcément, il va y avoir plus ou moins des lacunes, peut-être des ambitions qui ensuite ne se concrétisent pas complètement. Mais là où en revanche, moi en tant que praticien de terrain avec le service civique européen, je vois que c'est quand même éminemment utile, c'est que les gens de bonnes intentions, les braves hommes et femmes, si on devait faire une citation philosophique allemande, mais comme par exemple ceux de ce panel, Madame la députée, quand ensuite il faut aller porter les sujets plus loin, et je l'ai vu en particulier avec vous, le fait qu'il y ait un traité et un cadre qui disent voilà, c'est une direction dans laquelle on veut aller. Peut-être que ça n'a pas été budgété, peut-être qu'il n'y a pas la loi, peut-être qu'il n'y a pas le cadre, peut-être qu'on ne sait pas comment faire, mais en tout cas, on a dit à un moment qu'on voulait y aller, et je crois que ça permet quand même à ceux qui ensuite concrètement vont faire exister les choses, de prendre leur bâton de pèlerin et de le marteler, peu importe le gouvernement au pouvoir à un moment donné, peu importe l'homme politique qui, sur le moment donné, va avoir envie d'y aller ou pas. Mais en tout cas, on peut lui dire, oui, mais vous êtes déjà engagé. Merci. Benjamin voulait réagir également. Oui, je voulais dire 2 choses. Oui, c'est beaucoup plus difficile de détricoter un traité. Et d'ailleurs, en tant qu'institution, c'est un peu compliqué sur la question juridique, mais le Fonds citoyen profite du fait d'être un enfant du traité pour avoir une légitimité particulière. Et ça donne toute la légitimité à l'entreprise que cela est, et en s'adossant aussi à l'histoire, c'est une manière de se projeter vers le futur, et c'est aussi l'ambition du traité d'Aix-la-Chapelle. Je vais faire un peu pas un grand écart, mais lier les questions qui ont été posées, notamment sur la sécurité et sur la défense. Parce que ce que tu as dit, Benjamin, sur est-ce que vous êtes prêt de prendre les armes, etc. On se rappelle aussi, Première Guerre mondiale, ce qu'on disait en France, nous ne mourrons pas pour Danzig, etc. In fine, le fait n'est pas de faire la guerre pour faire la guerre. Pour se défendre. Même pas pour se... Mais oui, mais pour se défendre, pourquoi ? Et je crois que ça a été dit aussi hier, c'est quelles sont les valeurs qui sont les nôtres, ces valeurs démocratiques, les valeurs fondamentales sur lesquelles a été bâtie l'Europe. Et c'est la raison pour laquelle on est prêt à défendre des valeurs, et des valeurs hautement singulières et positives. Et là, on revient, en fait, on fait une boucle entre la défense, donc les relations extérieures, internationales, à aussi ce qui se passe dans nos sociétés. Et là, on voit qu'on a un double front, on a un double enjeu, en fait, aussi, de défendre ces valeurs de la démocratie, qui sont l'incarnation de l'amitié franco-allemande et de ce qui a été construit après-guerre. Et ça, c'est hyper important. Et je complète parce qu'effectivement, dans un contexte où les mouvements d'extrême droite mobilisent de plus en plus de suffrages et d'intérêt, l'un de vos prochains appels à projet, je crois, concerne la démocratie. Et je crois que c'est pas un vain mot, voilà, c'est pas une théorie abstraite. Est-ce que vous pouvez en parler de ce futur projet ? C'était pas fait exprès pour l'annoncer. Moi, je saisis. Non, mais oui, mais on n'est pas les seuls. Il y a beaucoup d'organisations, de personnes qui sont un peu saisies par ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe en Europe, en Ukraine.
la guerre russe en Ukraine, et de ce côté de l'Atlantique, et aussi dans nos pays, avec une situation politique extrêmement instable. Et évidemment, on est quand même dans un carrefour où on se pose des questions, et on voit que notre système de valeurs, notre système politique est menacé aussi. Et ce qui se joue en Ukraine, c'est évidemment la défense d'un pays, d'une nation souveraine, qui a choisi la voie de l'Europe et qui a choisi aussi une voie démocratique. Donc nous, je ne sais pas pourquoi je reviens là-dessus, et donc nous, on fait un forum parce que... Ouais, non, je ne sais pas ça, parce que c'est évidemment quelque chose qui est tellement important. Et donc nous, avec le Fonds Citoyen, donc, on finance des projets de la société civile, mais on est, et ça je l'ai dit au départ, on a la velléité d'aller toucher d'autres groupes cibles, puisque la mission du Fonds Citoyen, c'est soutenir les jumelages, les initiatives citoyennes pour rapprocher les deux peuples. Et là, je rejoins tout à fait ce qui a été dit, on n'est pas là pour faire du transfrontalier dans l'acception étroite du terme, c'est-à-dire près de la frontière. On est là pour faire de la coopération franco-allemande, et cette coopération a une valeur en soi, partout en France et partout en Allemagne. Et on veut rassembler aussi des personnes qui s'engagent, qui traitent de ces questions, qui gravitent autour de la démocratie, pour créer une plateforme d'échange de la société civile sur ces questions, et des personnes qui ne sont pas, peut-être comme votre collègue policier, qui ne sont pas déjà dans le franco-allemand, pardon, excusez-moi. Gendarme, oula, gendarme, commandant. C'est rectifié. Non, mais je parle de vos collègues. Je parle de vos collègues allemands. C'était moins une. Et des personnes qui ne sont pas dans le franco-allemand, mais pour lesquelles cette discussion est éminemment franco-allemande parce que fondamentale et qu'elle concerne tout le monde. Simplement, on l'a compris, vous faites des choses formidables. Il faut des fonds pour ça, aussi bien pour la brigade que le fonds citoyen. On est quand même dans un contexte de finances sacrément... pardon, bien sûr, vous aussi, vous avez parlé tellement de valeurs, j'avais pas vu qu'il y avait des sous à la clé. Et donc, dans ce contexte de finances exsangues pour tout le pays, en France, c'est vraiment la situation est extrêmement tendue. Est-ce que, voilà, je ne sais pas si Madame la députée peut nous rassurer là-dessus, mais est-ce que on va continuer d'avoir des bonnes volontés qui veulent financer ces magnifiques projets? Je crois, Bertrand Loubet, que ce sont des questions qui vous taraudent un petit peu. Oh bah, évidemment. Je veux dire, si j'ai pas de véhicule pour partir en mission, alors je peux faire des patrouilles à pied sur les marchés de Noël, mais je le fais d'ailleurs. Mais comment je fais pour m'y rendre? C'est quand même. Moi, je ne demande pas à ce qu'on ait des Rolls-Royce pour faire des patrouilles, hein, pas du tout. Je suis quelqu'un de pragmatique, mais effectivement, derrière le moyen humain, il faut des moyens financiers, parce que les moyens humains, il faut les former, il faut aussi les rétribuer, parce que quand un gendarme gagnerait plus en restant dans sa brigade qu'en venant dans cette unité franco-allemande ou cette brigade de coopération transfrontalière européenne, et ben forcément, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rester là où il est. Donc c'est simplement une question de cohérence. Je ne demande pas l'impossible, mais je suis quand même aussi assez... Quand je vous disais tout à l'heure que je ne savais pas à quel point la pente allait être forte, ça peut en être aussi une des courbes de niveau, l'aspect financier. Et évidemment qu'à un moment donné, alors peut-être qu'il faut peut-être, ça veut dire à quel point je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, se tourner un peu plus vers l'Union européenne, ça veut dire qu'il faut aussi se mettre en mesure de répondre au canon de l'Union européenne dans le cadre de mise en place de fonds européens. En tout cas, c'est clair qu'à un moment donné, il faut de l'essence pour faire tourner le moteur. Madame Piaget, j'ai vu que vous piaffiez. Non, je ne piaffe pas forcément parce que, en tout cas, effectivement, les discussions budgétaires que vont avoir devant nous vont être extrêmement compliquées. Mais en revanche, on a quand même voté une loi de programmation militaire de 413 milliards d'euros. Et au niveau européen aussi, il y a quand même aujourd'hui un fonds européen de défense. Il y a différents fonds pour la munition, comme ASAP, comme EDIR pour des équipements, etc. Donc il y a quelque chose qui est quand même une conscience qui est là, qui
qui se fait, mais ça demande aussi un débat sociétal. C'est ça aujourd'hui le gros problème. Ça veut dire comment j'explique à mes, entre guillemets, chez moi, en circonscription, à mes citoyens que voilà, il y a aujourd'hui une nécessité de défense. D'ailleurs, j'aime pas parler, par exemple, de défense européenne, mise en place de défense européenne. Non, aujourd'hui, il s'agit de la défense de l'Europe. Quand on écoute un petit peu notre Sema Thierry Burkhardt, qui vient de partir, il a dit « Nous avons 3 ans pour nous préparer ». Je ne veux pas faire dans le catastrophisme, mais les renseignements allemands viennent de dire voilà, Poutine ne va pas s'arrêter. Et ça rejoint un peu, Benjamin, à ce que vous avez dit aussi, sur ce qu'on défend, nos valeurs, notre manière de vivre. On parle toujours de l'Union européenne d'un point de vue économique, mais moi j'ai toujours tendance à dire, non, la plus grosse valeur ajoutée de l'Union européenne, c'est qu'on s'est tous mis d'accord depuis la Deuxième Guerre mondiale, particulièrement en franco-allemande, à ce que plus jamais le pouvoir prenne le pas sur le droit. Et ce que Poutine fait aujourd'hui, il veut défendre ses intérêts par des moyens militaires comme le font d'autres, et nous n'avons plus l'habitude de ça. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on change aussi nous-mêmes en tant que société un peu de logiciel. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire? Et moi, parfois j'en ai un peu assez quand j'entends les extrêmes qui lèvent la voix, qui ont la solution, la sécurité. Chacun d'entre nous, qu'est-ce qu'on fait, nous, pour être un peu plus militants pour nos démocraties, pour nos états de droit? Parce que nous vivons depuis plus de 80 ans dans un système de droit commun qui nous a permis beaucoup de liberté. Est-ce qu'on est prêt à défendre ça? Ou est-ce qu'on est toujours hésitant? On a cru que c'était un acquis et on voit qu'il faut le défendre. Non, ce n'est pas un acquis. Mais ça dépend de chacun d'entre nous, de ce qu'on fait. Et quand on parle de sécurité et de défense, on parle de beaucoup de sujets aujourd'hui. On parle de cybersécurité aussi. Qu'est-ce que chacun de nous fait de son téléphone, de son portable? Aujourd'hui, on est chacun un élément de notre défense et de notre sécurité. Un citoyen responsable. On l'a compris, le traité affirme clairement l'importance de l'amitié franco-allemande et formulait explicitement l'objectif d'améliorer la coordination entre la France et l'Allemagne. Vous l'avez compris, là on a des beaux visages de ces coopérations, aussi bien sur le plan de la sécurité, la défense, des citoyens et des talents. Donc je crois qu'on peut applaudir nos intervenants et merci à tous. Et tout de suite, je donne la parole à Françoise Arnold. Merci beaucoup. Alors, c'est une très belle table ronde, c'est une très belle façon de terminer la journée, parce que je vous rappelle, comme vous le savez tous, que le thème du congrès est la relation France-Allemagne, tous acteurs. Le thème de la plénière demain est la relation France-Allemagne pour l'Europe, tous acteurs. Autre titre, comment est-ce que la société civile peut stimuler l'action politique? Donc vous nous offrez une très belle transition pour cette plénière de demain. Entre les deux, il y a une soirée. On se retrouve, pour ceux qui ne viennent pas à la soirée de gala, ceux qui vont à la soirée de gala, ils vont à la soirée de gala. Ceux qui n'y vont pas, n'y vont pas. Demain, on se retrouve dès 9h45 pour la restitution sur la visibilité du franco-allemand. Un travail collectif, et nous aurons également une conférence plénière que je viens d'annoncer. À ce soir et à demain. Et merci à tous et à toutes.